Merci de cette réflexion extrêmement riche. On avait une question qui était un peu plus destinée à John et qui concerne notamment les jeunes générations qui sont accueillies au niveau de l'IFPS. Est-ce que tu peux nous dire un peu leur vision qu'ils ont du respect de l'intimité? Et est-ce qu'au cours de ton exercice, avec ton antériorité sur le poste que tu occupes, tu as vu un changement dans leur façon de voir les choses? Oui, une évolution. Alors c'est une question qui est vraiment pas simple parce que là encore on touche vraiment à l'intime de nos étudiants, quoi, en fait, d'une certaine manière. Et donc nous quand on les accueille, ils ont 17-18 ans, quoi. Alors en grande majorité, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, mais en grande majorité ils sont 17-18 ans. Et donc avec toute la jeunesse, et la force de leur jeunesse autour de ce désir d'apprendre, et puis aussi ce désir de pouvoir être reconnu comme étant capable de. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand ils arrivent, finalement, ils ont des représentations qui sont assez étonnantes. Alors parfois proches de certaines réalités de séries américaines type Grey's Anatomy, hein, j'entends bien. Mais bon, quand bien même, il y a des bonnes choses quand même dedans. Et puis parfois aussi avec une idée que le soin, c'est l'acte. Et que soigner, c'est agir. Et donc agir, c'est piquer. Piquer, quoi. Piquer pour exister, d'une certaine manière. Enfin, voilà, bon. Et donc, oui, à travers cela, ils sont quand même dans ce rapport-là. Et en même temps, c'est tout à fait naturel. Et c'est même plutôt bon signe, parce que on peut travailler à partir de ces représentations. Maintenant, concernant l'intime plus particulièrement, c'est une question que j'ai soulevée en équipe, on a discuté au sein de l'équipe GSP dans laquelle je travaille. Et c'est vrai qu'une des questions qui s'est posée à nous, c'est finalement le rapport virtuel dans la relation à l'autre. Et on a des générations, en effet, qui sont très très habituées à travailler avec tous les réseaux sociaux, avec toutes ces nouvelles technologies qui, d'une certaine manière, les mettent un peu à l'écart de la réalité de la communication et de la relation à l'autre. Mais cependant, il y a quelque chose d'assez paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, ça doit avoir des impacts sur le respect de l'intimité ou sur la conception même du respect de l'intimité. Eh bien, en fait, paradoxalement, dans ce que nous, on repère, pas tant que ça. Et quand bien même, peut-être même que il y a une difficulté de parler de l'intime, quoi. Et pouvoir s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir et échanger sur ce que je peux ressentir, sur ce que je vis, sur mes émotions, on parlait des émotions tout à l'heure, sur les rencontres que je peux faire, il y a une difficulté, quoi. Il y a une difficulté. Il y a comme une mise à distance, finalement, d'une réalité, peut-être qui participe aussi à cet élan en lien avec les nouvelles technologies. Et donc, pour nous, c'est un vrai challenge quand ils arrivent. C'est un vrai challenge. Parce qu'on doit, dans un premier temps, essayer de mettre en place une relation. On parlait tout à l'heure de communication, d'espace de relation, des mots, autour du ressenti, et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Et mesurez bien, nous, c'est une course contre le temps, parce qu'ils arrivent en début de formation, ils ont 10 semaines avec nous, donc 2 mois et demi, et ils partent en stage. D'accord ? Et donc nous, dans une idée de les initier à la vigilance éthique, d'une certaine manière, autour de l'intime et de l'intimité, eh bien, il faut qu'on soit extrêmement prudent avec eux aussi. Extrêmement prudent. Donc on est dans un entre-deux, où je pense qu'il y a comme une idée où nous, on doit être prudent, très prudent, mais aussi dans l'idée de s'adapter à leur réalité et aussi à leur singularité, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Puisque vous parliez aussi de nouvelles technologies de virtualité, par rapport à cette question de l'intimité et des menaces qui peuvent peser sur l'intimité, il y a la question de la technique. Et des nouvelles techniques, en particulier un certain nombre de techniques qui sont de plus en plus utilisées aujourd'hui dans l'accompagnement des personnes vulnérables. C'est ces techniques de géolocalisation, des techniques qui permettent de tracer les conduites, les déplacements. Donc c'est aussi un élément sur lequel on aurait été intéressé d'échanger. Et puis surtout avec Madame Lecomte, qui peut peut-être aussi rapporter quelques situations, parce que je pense que c'est des situations à laquelle vous êtes confrontés, et c'est intéressant de pouvoir échanger et puis d'identifier les tensions qu'on peut rencontrer dans ces situations. Tout à l'heure, le terme Big Data a été utilisé. Oui, c'est vrai que c'est notre quotidien. En fait, on n'a pas besoin d'être malade, d'être vulnérable ou autre pour être complètement baigné dans cet environnement-là. Donc c'est un monde
exceptionnellement enthousiasmant et en même temps extrêmement anxiogène, parce qu'on se dit, moi je suis venue du Mans ici, donc juste avec ma carte bleue sur les péages d'autoroute, mon GPS et mon téléphone portable, on sait exactement ce que j'ai fait en fait. Hein. Bon, c'est pas très confidentiel, mais voilà, on est absolument ouvert à tout ce qu'on fait, on sait ce qu'on lit, on sait ce qu'on mange, on sait tout en fait de nous. Et donc ces nouvelles technologies, elles envahissent aussi notre environnement, alors pour des choses terribles qui peuvent se passer, puis d'autres beaucoup plus positives. Alors le terrible, je le dis très rapidement, c'est un patient très handicapé, une sclérose latérale amyotrophique, donc vraiment une maladie épouvantablement invalidante, qui a trouvé ça extrêmement astucieux de filmer les soins de l'infirmière en HAD avec une GoPro. Super. Donc ça veut dire que tout à l'heure on parlait de la chambre commune, il y avait combien de personnes dedans? Parce que là potentiellement c'est plusieurs millions en fait dans la chambre commune. Donc, et surtout qu'il n'y avait pas que lui sur le film, sur Facebook, il y avait aussi l'infirmière. Alors ça n'est pas arrivé sur Facebook en fait, parce qu'il en a parlé en rigolant. Et l'infirmière, alors elle est au fond du trou, enfin c'est vraiment effrayant, et elle en a parlé très rapidement et on a échangé bien sûr avec le monsieur en lui disant mais c'est votre choix, si vous voulez, en fait. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur Facebook, mais là, vous portez atteinte aussi. Alors, on est allé sur le droit à l'image, parce qu'on voulait rester un peu juridique. On vous portait atteinte au droit à l'image de l'infirmière, mais qui l'a vécu beaucoup plus profondément que ce droit à l'image-là, en disant, mais du coup, on va pouvoir surveiller comment je fais mon pansement, en fait, ou comment je fais tel acte de soin, enfin, voilà. Donc ça, c'est le pire, en fait. Ça peut être le pire, le trash, Voilà, ça peut être quelque chose de tout à fait épouvantable. Et par ailleurs, de l'autre côté, c'est que ça nous ouvre des possibilités d'accompagnement et d'autonomisation des personnes qui est tout à fait remarquable. J'ai parlé des autistes tout à l'heure, donc on a des enfants autistes aussi dans un IME. Les tablettes numériques où ils peuvent échanger avec leurs éducateurs leur permet, sans faire des tas de gestes, une crise ou je sais pas quoi, de demander simplement d'aller aux toilettes. De dire pourquoi je ne veux pas manger du concombre, parce que de choisir son menu, c'est concombre ou betterave, on choisit, etc. Bon, ils prennent un burger en fait. Mais voilà, c'est comme les autres gamins, et ils ont cette capacité de retrouver une autonomie par le truchement d'un outil électronique qui du coup apporte là toute une valeur ajoutée et quelque chose d'exceptionnel. Et si les éducateurs du coup disent bon bah comme ça j'ai enregistré ses goûts, comme ça c'est fait, je le sais. Ça, c'est pas bon. S'ils utilisent vraiment ça comme un outil d'autonomisation et pour permettre à la personne de faire des choix, en fait, parce que c'est ça aussi, de faire des choix avec leur capacité intellectuelle limitée, avec leur trouble de comportement, avec le fait qu'aujourd'hui ils veulent du concombre, demain du concombre, puis après-demain ils n'aiment plus du tout le concombre, et ben ils ont le droit. Voilà, c'est possible. Donc c'est la capacité effectivement de faire des choix et d'être dans l'intimité. Et puis, alors vous souhaitiez que je parle d'un exemple, mais j'en ai parlé déjà dans une autre intervention, j'espère que personne n'y était, parce que sinon on va croire que je me répète. Je voudrais vous parler de l'histoire d'Aurélie. Aurélie, c'est une jeune femme, jolie jeune femme, très vive et très astucieuse, d'une trentaine d'années, qui est autiste. Et Aurélie, elle aime se promener, voilà, et elle part direct, droit, devant. Donc après, il faut la récupérer. Donc, on est un foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes, donc on n'est pas un centre de détention, un centre d'incarcération. Il y a le droit fondamental de la personne, même en situation de handicap et avec toutes ses limites, c'est de pouvoir circuler, d'aller et venir. Et alors, elle a une particularité, Aurélie, c'est qu'elle est verbale, mais elle fait que de l'écolalie, en fait, elle répète ce que les gens disent. Ce qui fait que quand on se retrouve avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, je vous assure, ça fait drôle. La première fois, vous vous demandez vraiment ce qui vous arrive. Et donc elle a un aspect physique pas du tout d'une personne en situation de handicap. Elle est tout à fait ordinaire, autant qu'on puisse l'être. Donc quand elle sort du foyer, effectivement, ça peut arriver que d'autres résidents sortent. On a les voisins, gentiment, qui disent voilà, qui peuvent raccompagner, qui peuvent aider. Donc c'est comment protéger et comment permettre cette liberté d'aller et venir d'Aurélie. Ça, c'est un vrai problème. Alors, ce qui a été très intéressant, c'était pas de trouver la solution, c'était de mettre tout le monde en réflexion pour trouver la solution. Donc, la maman, on a essayé d'associer Aurélie par moment, mais c'est pas forcément évident. Et puis, l'ensemble de l'équipe, donc de l'AMP jusqu'au directeur. Et puis j'ai pris plaisir de temps en temps à mettre mon grain de sel aussi, parce que je trouve que c'était intéressant. Et on a travaillé donc sur des outils de géolocalisation.
qu'on a mis, qu'ils ont mis dans les poches d'Aurélie. Mais comme Aurélie, elle est quand même pas idiote du tout, elle est astucieuse, elle allait déposer le truc de géolocalisation ailleurs. Voilà. Donc il y a eu des tas de choses qui ont été faites, et finalement, il y en a qui a eu l'idée d'aller coudre l'outil de géolocalisation dans la doublure du manteau. Bon, il ne fallait pas qu'elle prenne un autre manteau, en fait. Mais, bon, c'est des petits exemples drôles, mais c'est pour vous montrer effectivement tout ce qu'on peut. Donc on ne pouvait pas forcément empêcher Aurélie d'aller dans des endroits. Enfin, une fois, on l'a retrouvée vraiment on a pu la retrouver parfois dans des endroits assez dangereux, mais on savait dès qu'elle s'éloignait d'un périmètre de sécurité qu'à ce moment-là, on a été dans le village et des gens maintenant autour sont au courant qu'elle peut circuler. Elle a gagné beaucoup en autonomie. Elle revient plus facilement seule. Et elle est apaisée, surtout. Elle est apaisée parce que c'est important pour elle de partir le nez dans le vent, en fait. C'est important pour elle. Et on est là aux femmes, pas pour qu'elles obéissent à notre organisation, qu'elles soient disciplinées. Elle est là pour vivre. Et si sa vie, c'est de partir de temps en temps à l'aventure... Alors, des fois, il y a un peu de dégâts. Elle avait explosé tous les nains de jardin dans un jardin d'un voisin, qui a été très compréhensif et que nous avons remboursé. Donc, on a un peu, des fois, des choses comme ça. Bon, on peut pas dire qu'elle n'ait pas de goût en même temps. Donc voilà, mais en tout cas, on a sur plusieurs mois et donc la solution a été difficile à trouver, mais l'outil de géolocalisation a vraiment permis, et on ne l'utilise pas pour d'autres en fait. C'est pas un outil qu'on a du coup appliqué à tous les résidents parce que tout le monde n'en avait pas besoin, mais en tout cas, il était efficace, il était pertinent. Il permet aussi de rassurer les professionnels qui pouvaient être en stress très important en disant à part, oui, je dis elle part, Elle part, elle va dans le village, elle part un petit peu, et elle a le droit, et voilà. Et il y a une prise de risque quand même, on est honnête, il y a quand même une petite prise de risque, mais enfin, elle a le droit de vivre. Donc c'était ça qui était important. Donc voilà, les nouvelles technologies, c'est le pire, c'est le meilleur. Je ne pense pas que je vais développer davantage, mais c'était juste pour donner des exemples. Je comprends mieux pourquoi, depuis quelque temps, un de mes petits-fils, à chaque fois que je m'en vais, me dit « T'as bien pris ton téléphone portable ?» Je voulais me permettre de rebondir sur votre exemple que je trouve absolument hyper intéressant et hyper positif pour la personne que vous évoquiez et cette capacité finalement à bénéficier de sa liberté de circuler sans que ça mette trop en difficulté ni les uns ni les autres et pas elle également. Mais du coup, ça me renvoie aussi à quelques excès des dispositifs de géolocalisation. Et je pense surtout, là pour le coup, au monde de la personne âgée, où de plus en plus, que l'on soit en établissement ou à domicile, des familles imposent l'existence de caméras, de capteurs de lit, de capteurs de porte, où aujourd'hui il y a une véritable remise en question de la confiance des professionnels. Où finalement, peu importe la notion d'intimité, peu importe le respect de la personne, la seule chose qu'on va mettre en avant, c'est le risque sécuritaire. Et finalement, ce que je peux repérer de plus en plus, c'est cette demande récurrente de mettre des caméras. Alors, vous parliez d'une GoPro pour filmer un soin, mais... j'ai en tête l'exemple là de SIAD, de professionnels de SIAD qui m'ont interpellée en me disant mais on fait quoi? On va au domicile des gens, on fait du soin et quand on arrive, on s'aperçoit qu'on a une webcam qui s'allume et la webcam, elle est pile en direction du lit. On fait quoi? Le contrat de séjour, enfin le contrat qui a été mis en place entre le SIAD et la personne a été finalement uniquement signé et validé par le tuteur. Personne ne s'est posé la question de la volonté de la personne, de son consentement. Les notions de webcam, on n'en parle pas du tout. Et pourtant, la webcam est là. Elle est au domicile, elle est installée et le professionnel s'aperçoit qu'elle est déclenchée. Là, je crains que les notions d'intimité à ce moment-là disparaissent complètement.